Mes chers amis, bien bonjour. Quand on regarde une carte des étoiles ou quand on est passionné d'astronomie, on peut voir de temps à autre la constellation du Centaure. Mais saviez-vous que, selon la mythologie grecque, le très sage Chiron serait à l'origine de cette fameuse constellation du Centaure? Dans cet épisode, je vous emmène faire la connaissance de Chiron, que les auteurs antiques considèrent et décrivent comme le plus sage des centaures, le meilleur des conseillers, mais aussi l'instructeur des plus grands héros et de certaines divinités, et comment justement il a pu se retrouver au milieu des étoiles. Avant de se pencher sur le mythe de Chiron, il est intéressant de s'intéresser à comment son peuple, les centaures, sont décrits par les auteurs antiques. En grec, le terme centaure se prononce Centauros. Donc en grec, Centauros signifie centaure. Ce sont des créatures généralement représentées mi-homme, mi-cheval et ayant vécu selon les auteurs antiques dans les montagnes de Thessalie et plus précisément au mont Pilion et en Arcadie. Souvenez-vous, nous avions déjà parlé de l'Arcadie quand nous avions abordé le cas par exemple de Lycaon. Il est très difficile de savoir qui sont à l'origine en fait de la création de ce peuple, autrement dit, qui sont les véritables géniteurs de ce peuple. Mais les auteurs antiques et les historiens antiquisants vont relever plusieurs hypothèses, plusieurs pistes. Selon ces derniers, il serait soit le fruit des amours de Cronos et de la nymphe Philyre, soit de Ixion et de Néphélé, soit de Ixion et de la nuée de Zeus à laquelle ce dernier, donc Zeus, aurait donné la forme, l'apparence des rats. Toutefois, la plus retenue de toutes ces hypothèses est qu'ils sont le fruit de Ixion, roi des Lapides, proche de la nature. Ils sont généralement décrits comme étant des créatures de nature très sauvage, féroces, violentes, avec des tendances à se nourrir de chair crue et beaucoup, on va dire tendance à boire énormément et qui avaient des tendances aussi au rapt des femmes. Donc autrement dit, tout ce qui est en opposition à la civilisation que représentent les humains. Toutefois, malgré ce caractère un peu violent et quelque peu primitif, féroce et sauvage que représentent les centaures, on peut distinguer quelques personnages parmi eux, à la fois positifs et négatifs, mais qui sont, on va dire, mis en avant par la mythologie. On peut citer Chiron et Pholos, qui sont des centaures qui se distinguent par leur sagesse, et un autre cas, un autre centaure plutôt connu pour sa cruauté et son côté un peu fourbe, qui est Néphos, qui menace, selon le mythe, d'abuser de Déjanire, qui est l'une des épouses d'Hercule. Dans les écrits des auteurs antiques, les centaures et les humains sont amenés à s'affronter à plusieurs reprises. Et notamment, c'est ce qu'on va appeler ces fameux affrontements, la centauromachie. Oui, ça existe, c'est vraiment le mot centauromachie. Ce sont ces affrontements entre les humains, qui sont le peuple de Lapide, et les centaures. Et ces affrontements ont pour contexte un épisode assez problématique qui est une tentative d'enlèvement de la future épouse de Pirithos, le fils d'Ixion, alors que les centaures étaient invités à la noce, on peut imaginer en tant que peuple amical ou tout ce genre de choses. Et malheureusement, cela va causer un petit peu la perte des centaures à ce moment-là. Une grande guerre va éclater, donc la centauromachie va éclater entre les centaures et les Lapides, et ces derniers, donc les Lapides, vont être soutenus par des divinités, d'abord Arès, le dieu de la guerre, mais de la guerre violente, et Eris, la déesse de la discorde. Donc, les Lapides ont de leur côté les centaures, ils ont de leur côté des divinités, et les centaures n'ont quasiment personne pour les soutenir. Cet affrontement, alors, selon les versions, soit vont aboutir au fait que les centaures vont être chassés du mont Pilion, donc de Thessalie, où ils vivaient, soit cela va aboutir à l'extinction, à l'extermination complète des centaures par les Lapides. Donc, autrement dit, ce qu'il faut comprendre, c'est que le peuple des centaures, le peuple de Chiron, est surtout connu pour son caractère très violent, son caractère extrêmement guerrier, et il représente en fait tout ce qui est en opposition, encore une fois, avec la civilisation des êtres humains, avec tout ce que peut représenter le côté ordonné, le côté connaissance, le côté, on va dire, civilisé du peuple humain face à la sauvagerie que peuvent représenter les centaures.
Comme nous l'avons vu dans la partie précédente, Chiron fait partie des centaures les plus sages et les plus connus, notamment pour cette fameuse sagesse. Concernant sa naissance, les historiens, basés bien entendu sur les auteurs antiques, vont souligner plusieurs hypothèses. En effet, Chiron serait le fruit soit des amours de Cronos et de Philyre, soit le fruit de Cronos et de Silène. Mais ça va être plus l'hypothèse de Cronos et Philyre qui vont être retenues plutôt que de Cronos et Silène. On avait vu tout à l'heure Cronos et Philyre pour l'origine du peuple des centaures, mais en réalité c'est vraiment plus le fait que les centaures soient issus de Ixion qui vont être retenus qu'autre chose. Ça, nous l'avons vu tout à l'heure. Ben là, pour Cronos et Philyre, c'est un peu la même chose. C'est cette hypothèse qui va être retenue pour la naissance de Chiron. Et comment en fait Cronos s'y est pris pour on va dire, donner naissance à cette créature? Eh bien, très simplement, dans cette version du mythe, Cronos prend l'apparence d'un cheval afin de tromper la vigilance de sa femme Rhea. Et il va, on va dire, voir sa maîtresse, la nymphe Philyre, avec qui il aura cet enfant. Et c'est ce qui explique en partie énormément l'aspect de Chiron, cet aspect mi-homme, mi-cheval. À sa naissance, sa mère Philyre est tellement horrifiée et dégoûtée de l'apparence de son enfant qu'elle implore les dieux de la transformer afin qu'elle n'ait pas à vivre et à élever cet enfant qu'elle considère comme monstrueux. Et les dieux vont avoir pitié d'elle et la transformer en tilleul. Ce qui fait que Chiron va être élevé par le peuple des centaures. Il vit alors dans une grotte du mont Pélion, en Thessalie, là où vivent les centaures, donc le peuple des centaures, et il va se distinguer par plusieurs aptitudes. Il reçoit des enseignements, pour commencer, de plusieurs divinités. Il va recevoir d'Apollon les sciences et notamment la médecine, ou encore il va apprendre à tirer à l'arc. Alors pourquoi la médecine? Je vais faire une petite aparté. Apollon est connu certes pour être le dieu de la vengeance, mais il est aussi connu de la vengeance et de façon plus générale aussi d'attirer les maladies. Ça, on fera une vidéo spéciale sur Apollon un moment. Mais c'est une divinité qui est très ambiguë par rapport à ça. Mais c'est aussi le dieu de la guérison également. Là, il va apprendre la médecine à Chiron. Et avec Artémis, il va apprendre tout ce qui est autour de la chasse, tout ce qui est autour du monde forestier, de façon générale. Donc, il va, en plus de cette grande sagesse qu'il va acquérir au fil du temps, il va bénéficier également de l'enseignement de divinités phares dans le panthéon grec. Avec cela, il a quand même la réputation d'avoir été le conseiller et l'éducateur et le formateur surtout de bon nombre de divinités, de certaines divinités du moins, mais aussi de bon nombre de héros, de demi-dieux, on appelle ça comme on veut. Et parmi les divinités qu'on peut citer, nous avons Asclépios, dont nous avions déjà parlé, et de ses fils, Machéon et Podalire. Donc 3 divinités en lien avec la médecine, donc en lien avec Chiron, et donc en lien de façon directe avec Apollon. Et parmi les héros qu'on peut citer, on peut citer Hercule, bien entendu, et j'utilise le nom Hercule volontairement et ce sera tout le cas pour le reste de la vidéo. Et on peut citer Achille, on peut citer Jason, etc., etc. À ces jeunes gens, il va enseigner d'abord la médecine, comme on peut prendre Asclépios, en divinité, mais surtout à Achille. Et si on regarde beaucoup de représentations de Chiron, c'est très souvent Achille qui figure pour illustrer les élèves. On peut supposer que Achille était peut-être ce qui se rapprochait le plus de la figure de Chiron à ce moment-là. Mais il va leur donner une éducation beaucoup plus poussée, notamment il va les former à la chasse, pour qu'ils puissent se débrouiller, puisque ce sont des héros qui vont accomplir des quêtes. On le voit tout au long de la mythologie, ce sont principalement des héros qui vont accomplir des quêtes. Notamment, ce sont des héros qui sont en lien avec des monstres mythologiques. Ce sont des héros tueurs de monstres. Mais aussi, il va leur inculquer une certaine formation plutôt morale. Tout ce qui va être en rapport avec une forme, on va dire, de moralité autour des lois sacrées, notamment des cultes, mais aussi civilisatrices de façon générale. La nature de Chiron, par le fait que c'est un immortel, enfin que c'est le fils d'un dieu, et par le fait qu'il côtoie des humains, est un parfait lien entre la nature sauvage de sa naissance de centaure et la culture humaine et divine par son caractère formateur et son caractère divin par sa naissance. Dans ce cadre, Chiron est considéré, ou du moins peut être considéré comme une figure du rite initiatique. Nous avions déjà parlé plus d'une fois de cette notion de rite initiatique, notamment du passage de l'enfance vers l'âge adulte. Et dans ce cas-là, Chiron
en contact, en mettant en contact ces jeunes avec la nature qui peut être vue en fait qui peut être représentée comme l'enfance, va les pousser petit à petit à aller vers l'âge adulte, dans le sens où il va leur inculquer des valeurs, leur inculquer de la morale, de comment se débrouiller, etc., pour ensuite qu'ils aillent à l'âge adulte et ainsi achever la quête qui les attend, à savoir soit conquérir un royaume, soit exterminer des monstres ou tout ce genre de choses. Donc il va avoir un lien, une fonction plutôt d'accompagnateur justement de ce moment qu'est l'enfance et qui est caractérisé par le côté nature, férocité, etc., et le côté civilisation que va représenter l'âge adulte avec la sagesse d'un adulte, la maturité d'un adulte. Donc il va avoir un peu ce lien d'accompagnateur tout en gardant certainement une forme de retrait, car accompagner ne veut pas dire faire à sa place, nous sommes bien d'accord. Ce rôle justement de conseiller, d'éducateur et d'initiateur en fait est souligné par bon nombre d'auteurs antiques, et parmi eux on peut en citer quelques-uns car ces derniers vont les souligner dans leurs œuvres. On peut citer Xénophon qui va en parler justement, qui va y faire allusion dans son œuvre La Cynégétique, et dans laquelle on va retrouver dès le début de l'œuvre la liste de ses élèves, et chez Pentare dans les Odes et plus précisément dans le 9e Pitique, on va retrouver plutôt la notion, alors une notion peut-être beaucoup moins connue surtout, une notion qui va avoir un lien entre le caractère divin de Chiron et le monde des humains, dans le sens où on va attribuer à Chiron des pouvoirs prophétiques et oraculaires. Donc plus en lien en fait, Pitique, on peut le rapprocher de la Pythie, donc plus en lien avec tout ce qui va être de l'ordre d'un oracle comme on pourrait le voir à Delphes. Donc on peut dire que ce caractère prophétique et oraculaire permet à Chiron peut-être d'acquérir une sagesse beaucoup plus poussée et de la transmettre peut-être beaucoup plus à ses élèves. À côté de ce rôle d'éducateur, de formateur des héros, il y a un aspect de la vie de Chiron que l'on connaît moins, c'est surtout un aspect familial. Chiron a épousé une nymphe, Chaliclo, avec qui il aura 4 enfants, 3 filles et un fils. Il va avoir Andéis, qui va être la mère de Pelée, qui va se retrouver dans la mythologie, Ocyrée, qui a des dons prophétiques, et donc en lien justement à ces fameux dons prophétiques qu'aurait son père. Et la 3e fille, alors selon on va dire les auteurs, elle va être appelée soit Mélanippe, soit Hippée, mais peu importe, c'est la même fille. Et cette dernière tombe follement amoureuse d'Éole, qui est le seigneur des vents, et elle tombe enceinte de lui, et pour cacher la grossesse à son père, elle va demander aux dieux de la métamorphoser, ce que les dieux vont lui accorder. Et son fils, pour terminer, Charistos, qui va fonder une ville en Eubée qui va porter le même nom que lui. Donc autrement dit, on va trouver la descendance de Chiron dans le reste de la mythologie, et donc ce qui fait que le mythe de Chiron va perdurer, ou du moins la figure de Chiron va perdurer encore longtemps. Par rapport à la mort de Chiron, parce que justement la constellation du Centaure est due à la mort de Chiron, il existe plusieurs hypothèses. Mais avant, on va dire, de rentrer dans ces hypothèses, il faut avoir une chose très, très importante en tête, c'est que Chiron est un immortel, puisqu'il est né de 2 divinités. Une nymphe est une divinité secondaire, mais elle en est une. Et de Chronos, il a un caractère immortel. Il va y renoncer, il va s'en défaire pour l'accorder à Prométhée. Et nous parlerons de Prométhée bien plus tard. Mais sachez que Prométhée n'était pas immortel à la base, il était mortel. Selon la première version de la mort de Chiron, il aurait perdu la vie au moment d'affrontement entre Hercule et les centaures. Alors que ce dernier prodiguait des soins, car Chiron a une connaissance médicale, il est touché par une flèche empoisonnée d'Hercule. Alors ces flèches empoisonnées, on va les retrouver dans les 2 versions, ce sont des flèches empoisonnées du sang de l'hydre de Lerne, et qui sont, on va dire, un poison dans lequel on ne guérit pas. L'issue, c'est la mort. Dans une autre version, et c'est qui sera le plus retenu, c'est qu'il s'agit tout simplement d'un banal accident. En effet, lors d'une simple visite d'Héraclès à Chiron, ce dernier a maladroitement touché Chiron avec une de ces fameuses flèches empoisonnées. Il le blesse et malheureusement Chiron ne guérit pas malgré tous les soins qu'on peut lui attribuer. Il ne guérit pas, il souffre beaucoup. Et pour mettre fin à ses souffrances, puisqu'il est immortel, il ne peut pas mourir, ce qu'il va faire, c'est qu'il va, au
moment de cette fameuse mort, accorder ce fameux transfert d'immortalité de Chiron à Prométhée. Il va accorder son immortalité à Prométhée qui en a plus besoin. Et c'est à ce moment-là que Chiron meurt. Reconnaissant la valeur du centaure et tout le bien qu'il a fait autour de lui, Zeus décide de le placer dans le ciel, donc dans les étoiles, et il va former ainsi, Chiron, cette fameuse constellation du centaure que l'on peut observer, soit avec une lunette astronomique, soit sur des cartes du ciel. Il existe différentes façons de représenter les centaures et Chiron également. En effet, la représentation, ou du moins de l'idée que l'on se fait des centaures et de Chiron, vient principalement de ce qu'on peut appeler les récits populaires. Ces récits font référence, la plupart du temps, et du moins on peut le supposer, à des habitants des forêts, donc des personnes vivant dans les forêts, et à des esprits sauvages et violents de la forêt, dont la progéniture est décrite comme étant des humains, enfin du moins moitié humaine et moitié animale, donc des hybrides. Les représentations de l'époque archaïque montrent des centaures tels que l'on les connaît à l'heure actuelle. Vers l'époque classique, donc l'ère classique, on les décrit plutôt comme des personnages combattants avec des branches d'arbres. Donc grosso modo, ce qu'il faut en comprendre, c'est qu'on va garder plus ou moins la représentation qui date de l'ère archaïque, et à l'ère classique, on va leur attribuer quelques petites modifications, notamment dans la façon de se battre et dans la façon dont ils utilisent certaines arbres. Donc, encore une fois, avec un caractère relativement primitif et relativement sauvage. Au moment de l'ère de l'Antiquité tardive, donc toute fin de l'Antiquité, presque aux premières ères du Moyen-Âge, on les représente plutôt en compagnie de certaines divinités, mais dans des divinités proches d'une forme d'exagération de certains aspects des centaures. On les représente par exemple tirant le char de Dionysos, donc le dieu de la fête, des vins et compagnie, ou encore rattaché ou chevauché par Eros, qui est le dieu de l'amour, mais au sens un peu plus passionnel et passionné, dans le but de refléter certaines caractéristiques des centaures, notamment le fait qu'ils boivent beaucoup, donc l'ivresse, et une façon de concevoir l'amour d'une peu conventionnelle, notamment par le biais du rap des femmes. Nous en avons parlé dans la première partie, mais là c'est encore plus exacerbé justement par rapport à ces représentations liées à des divinités que l'on peut qualifier quelque part de moitié chaotique et moitié plutôt calme, d'une certaine façon. Concernant le culte de Chiron, il a existé un culte de Chiron et c'est très très peu connu, voire mal connu. Ce sont plus l'archéologie et les auteurs antiques qui vont nous fournir quelques pistes, mais ça reste vraiment très très sommaire. En effet, le centre névralgique du culte de Chiron, du moins ce qui aurait pu s'en approcher, va se situer dans une grotte du mont Pélion, donc là où les centaures vivaient, en Thessalie, on va dire, dans ce qu'on aurait pu penser être la grotte ayant appartenu ou Chiron ayant probablement vécu. Donc on va chercher des endroits ayant potentiellement un lien fort avec Chiron pour en faire une divinité à part entière. Chez les auteurs antiques, Chiron, ça va plutôt être une figure qu'on va énormément voir plutôt dans tout ce qui est représentation théâtrale, et Chiron va également avoir une place assez importante. On a vu Pentare, mais on en a vu on en a vu quelques-uns au préalable, et ces fameux auteurs vont souligner certains aspects qu'on peut qualifier appartenant à Chiron, c'est-à-dire notamment la place de l'éducateur, du conseiller, notamment auprès de certains héros comme Hercule ou encore Achille, surtout ces deux-là, mais également les caractéristiques beaucoup plus prophétiques et oraculaires qu'on attribue à Chiron, et il n'aurait pas été très surprenant qu'en vrai le culte de Chiron, du moins de ce qui aurait pu ressembler à un culte, est en lien avec ce qu'on appelle les cultes à mystère. Nous l'avions vu, rappelez-vous, quand on avait abordé Déméter. Déméter est une déesse qui est liée au culte à mystère, c'est-à-dire des cultes en lien avec des fêtes, avec tout un tas de procédés, et où c'est propre à une zone en particulier. Et ces représentations théâtrales, puisqu'on y est justement, ça va plutôt concerner plus l'époque hellénistique, notamment dans la région de ce qu'on va appeler la Grande Grèce. Par ailleurs, il faut souligner que l'archéologie nous fournit également d'autres informations, hormis du fait que le culte de Chiron était présent en Grèce, il a également été présent dans le sud de l'Italie, par le biais des immigrations justement des Grecs vers l'Italie, dont la ville qu'on va appeler Posédonia dans un premier temps,
puis Paestum. Posidonia Paestum est au tout début de sa création est une colonie grecque. Posidonia donc en l'honneur de Poséidon, donc le culte de Poséidon était déjà présent à ce moment-là, puis elle devient Paestum au moment où les Romains vont reprendre un peu cette colonie qui va par la suite devenir une commune romaine, une colonie romaine. À ce moment-là, le culte de Chiron déjà est attesté, mais ça va être un culte associé en fait à un autre culte, donc plus que quelque chose de secondaire. Il va être associé notamment à Posidonia, à Poséidon, où il aura son domaine à lui clôturé, un domaine assez clôturé, donc ce sont des terrains qu'on va appeler comme par exemple des bois sacrés ou ce genre de choses. Ça va être des zones où il est interdit de chasser, où il est interdit, on va dire, de faire quoi que ce soit dessus, parce que c'est considéré comme des zones divines. Donc ça ce qu'on va appeler des téménos, donc des domaines clôturés en l'honneur d'une divinité en particulier. Chiron va faire partie de ces divinités concernées. Il va être également associé aussi à Asclépios. On se doute bien pourquoi, on l'a vu, parce qu'il a été le professeur d'Asclépios, notamment dans tout ce qui concerne la médecine. Donc, on voit qu'il y a eu une exportation du culte de Chiron en dehors de la Thessalie, en dehors de la Grèce, et quelque part, c'est un culte qu'on peut considérer comme extrêmement mineur, d'autant plus qu'il est associé à d'autres cultes, on va dire, beaucoup plus importants, notamment en Italie, mais aussi en Grèce. On peut signaler aussi toutefois une association en Macédoine de Chiron à Pelée, qui est le petit-fils, si on voulait faire un peu de généalogie de Chiron. Donc c'est une divinité qui est extrêmement connue, mais vénérée de façon très secondaire, mais il faut quand même souligner que c'est une des rares divinités chroniques, donc liées à Chronos, qui aura un espèce de petit culte à proprement parler. En conclusion, la figure de Chiron comme divinité, comme personnage du monde grec, a été placée dans les étoiles parmi bien d'autres figures que nous connaissons et parmi d'autres divinités afin de demeurer pour l'éternité. C'est ce que nous instruit la mythologie. Toutefois, si au-delà de l'aspect astronomique du terme, la figure de Chiron a perduré, on va dire, bien au-delà de ça. En effet, la culture populaire, cinématographique, voire du jeu vidéo, va s'emparer quelque part de la figure de Chiron et on va la retrouver dans beaucoup de représentations. On peut citer par exemple les films Percy Jackson, où on voit Chiron qui joue le rôle justement de ce rôle d'éducateur, de guide. Dans le premier, il est joué par Pierce Brosnan. Donc, on voit quand même que cette figure de l'éducateur était relativement présente et on peut également se dire que cette figure peu connue est en même temps connue car on voit à peu près qui c'est. D'une autre manière et à la fois aussi de façon peut-être beaucoup plus moins affirmée et affirmative, on peut citer par exemple le personnage de Firenze dans Harry Potter 1, mais on le retrouve aussi également dans les livres. Le rôle de Firenze, en fait, cette espèce de centaure qui, si vous vous souvenez, pour ceux qui ont vu Harry Potter 1, va avertir Harry quand il va trouver une licorne morte. Firenze a la connaissance des vertus du sang de licorne. On peut y voir dans le personnage de Firenze une espèce d'avatar de Chiron, dans le sens où c'est un centaure qui se démarque du lot par le fait que c'est un centaure qui déjà a la connaissance, donc la sagesse, qui a, dis-moi, des pouvoirs divinatoires. Chiron a ses pouvoirs divinatoires prophétiques et surtout c'est un personnage qui dans les livres a été chassé de son peuple pour être trop instruit, beaucoup trop civilisé, surtout beaucoup trop proche des hommes entre guillemets. Donc on peut voir dans cette figure de Firenze dans Harry Potter cette espèce d'avatar de Chiron sans pour autant que ça soit on va dire une représentation de Chiron elle-même, mais on peut retrouver cette figure justement du Chiron antique dans le personnage de Harry Potter. Dans le monde du jeu vidéo, ça va être, encore une fois, un personnage qui va combattre aux côtés des humains, un personnage lié, encore une fois, au héros. Et on peut citer, par exemple, le jeu Age of Mythology, pour ceux qui ont connu ce jeu des années 2000. Et si vous l'avez pas connu, je vous conseille, il est sur Steam, allez le voir. Enfin, allez le télécharger si ça vous botte. C'est un personnage qui va combattre, encore une fois, aux côtés des héros. Donc, encore une fois, très proche des hommes et qui souligne ce caractère à la fois civilisé, à la fois
sauvage par son apparence, mais civilisé par justement sa connaissance et ce côté, on va dire, éducateur. Si on se penche un peu plus du côté de l'animé, parce que Chiron, ou du moins les centaures de façon générale, ont, on va dire, une place relativement présente dans l'animé, et notamment dans les animés qui vont toucher le domaine antique, ou voire pas du tout antique. Si on prend l'exemple, par exemple, de la série l'Odyssée, les centaures apparaissent comme un peuple sage, civilisé, avec, on va dire, des avancées presque technologiques par rapport aux humains qu'ils rencontrent, notamment l'équipage d'Ulysse, qui certes veulent rentrer à Ithaque et tout ça, mais qui vont croiser la route du peuple des centaures, et ce fameux peuple se révèle des fois beaucoup plus sage, beaucoup plus tolérant, beaucoup plus, avec quand même quelques méfiances, mais aussi peut-être beaucoup plus ouvert que les humains eux-mêmes. Donc il y a quand même dans cette série, du moins dans cet épisode-là, je vous spoil un peu, mais au moins, voilà, vous voyez à peu près le raisonnement où je veux en venir, il y a quand même, on va dire, une morale qui veut dire, il faut regarder au-delà des apparences, et il faut s'ouvrir à la différence, et notamment, ce n'est pas parce que un centaure est moitié sauvage, moitié civilisé, par des deux côtés, que forcément ça fait de lui une bête complètement folle. Si on prend l'exemple, par exemple, de la série animée Hercule, il y a eu une série animée Hercule après le film, donc qui relate un peu les années d'adolescence de Hercule, avec tous les désagréments qu'on peut s'imaginer, qui est quand même relativement drôle par certains aspects. Le personnage de Chiron y apparaît, mais de façon très brève, et c'est pas forcément le caractère, ou du moins, c'est le caractère éducateur, mais plutôt l'éducateur dur, qu'on pourrait voir presque, on peut s'imaginer presque un éducateur de l'armée, d'une façon très caricaturale, ou le Chiron de Hercule est d'une façon ou d'une autre très sauvage, très, il faut limite ne pas penser et foncer dans le tas, et cette image du Chiron de Hercule de la série animée va contraster avec le personnage de Philactète. Pour ceux qui ont vu le film, vous voyez de qui je parle, l'espèce de petit satyre, qui lui est plutôt plus dans l'esprit du Chiron de la mythologie, à savoir l'éducateur, le formateur. Et ben, ça va énormément contraster entre ces deux personnages qui sont quelque part les deux figures, on va dire, de l'instructeur des héros. Voilà un peu comment on pourrait dire que le personnage de Chiron a pu perdurer jusqu'à nos jours. Il y a d'autres représentations, nous sommes d'accord, mais ça vous donne un petit échantillon. Donc j'espère que cet épisode vous aura plu, vous aura intéressé. C'est vrai que c'est pas quelque chose qu'on connaît énormément, on connaît la figure de Chiron dans les films, les séries, tout ça, mais on ne sait pas vraiment en fait d'autres choses hormis de ce qu'on en sait par rapport à la culture populaire. Et c'est vrai que ce n'est pas une divinité qui est souvent très mise en avant, voire un personnage de façon générale très mise en avant. La culture populaire le remet un petit peu au goût du jour, nous le remontre, et c'est parmi tous les exemples que je vous ai cités, il y en a bien d'autres, mais c'est l'exemple que je connais le mieux. Et je vous invite à aller voir, justement, si vous avez l'occasion d'aller voir la série animée l'Odyssée, qui est une série animée qui est relativement agréable à regarder. Les graphiques sont bien faits, l'histoire, bon, elle ne colle pas totalement avec l'Odyssée d'Homère, mais voilà, on retrouve beaucoup de créatures mythologiques dedans, et surtout, je trouve que ça colle plus ou moins bien avec certaines représentations, même si je suis pas toujours énormément d'accord avec certaines choses dans cette série. La série Hercule, si vous avez l'occasion d'aller la voir, à l'époque elle passait sur M6 Kids, mais bon, il y a longtemps de ça. C'est une série, je trouve, qui est bien faite, qui est marrante, qui est sympa à regarder, qui est presque nostalgique pour ceux de ma génération à moi. Et c'était vrai que c'est une série où on voit certaines créatures mythologiques, et on se demande si ils n'ont pas été faits alors que les dessinateurs avaient bu un coup de trop. Mais voilà, après il y a évidemment les films, il y a les livres, il y a tout ça, mais concrètement, ce qui a remis Chiron au goût du jour, c'est la culture populaire, l'astronomie, pour ceux qui sont passionnés d'astronomie, bien entendu que s'y a contribué, mais quand on ne sait pas d'où viennent certaines constellations, ça peut être assez sympa de se pencher justement sur ces caractéristiques. Je vous remercie de m'avoir écouté, j'espère que l'épisode vous aura plu. N'hésitez pas à liker, clocher la vidéo, à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous dis à très bientôt pour un prochain podcast, et d'ici là, prenez bien soin de vous.